Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Le Tour d'Espagne s'est achevé ce week-end dans une ambiance un petit peu particulière. La Vuelta n'a pas pu aller à son terme, mais a été remportée par Jonas Vingegaard, le Danois, qui remporte pour la première fois le Tour d'Espagne, lui qui comptait déjà 2 victoires en Grand Tour, 2 Tours de France plus précisément. Jonas Vingegaard qui s'impose au final devant Joao Almeida et Tom Pidcock. Cette Vuelta qui a été un petit peu particulière, on aura l'occasion d'y revenir avec toutes les manifestations pro-palestiniennes qui se sont immiscées tout au long des 3 semaines sur le parcours de la Vuelta et qui ont fini à ce que la dernière étape n'aille pas à son terme. Pas eu de podium, en tout cas fait par les organisateurs. Donc, bon, il y a eu pas mal de choses, mais on aura aussi quand même des choses à dire sur le côté sportif, bien évidemment. Et on va prendre le temps de regarder tout ça avec nos 3 chroniqueurs du jour. Johan pour commencer, salut Johan. Bonjour Mathieu. Alors, on est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et on complète notre équipe du jour avec Mickaël, salut Mickaël. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Pour commencer, on va faire un petit peu un bilan général, global de ce Tour d'Espagne qui a donc été remporté par Jonas Vingegaard avec quand même 2 étapes qui n'ont pas de vainqueur, l'étape de Bilbao, la 11e étape, et l'étape de Madrid, la 21e. Alors bon, il s'est pas passé non plus que ces interruptions de course. On a vu l'équipe UAE Emirates, par exemple, remporter 7 victoires d'étape. Bon, ils n'ont pas réussi à aller chercher une victoire d'étape sur la dernière semaine. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un petit peu dommage, mais au moins on a vu un petit peu plus de variété sur la dernière semaine. Quelle note vous mettriez comme ça, parce qu'on a l'habitude de noter un petit peu la course comme ça une fois que c'est fini. Si je vous demande comme ça de mettre une note sur 10, pour commencer, vous mettriez quelle note à cette Vuelta? Johan, tiens, pour commencer. 2. 2, ok, donc on est très positif, je vois. Alors, je suis pas le seul dans ce cas-là, parce qu'on voit des débats sur les réseaux sur quel pire grand tour du 21e siècle, et des choses comme ça, donc je pense que mon avis sur la question est pas forcément isolé. Le problème de la course, qui a vraiment rien pour elle, les étapes étaient pas bien, les luttes dans les échappées étaient pas intéressantes, la lutte pour le général était pas intéressante, les sprints étaient pas intéressants, la lutte pour les différents maillots était pas intéressante, enfin il y a rien eu que... Le maillot blanc était intéressant, c'est peut-être la seule chose, mais... Ça finit par une victoire d'un coureur d'une équipe que les manifestants avaient le moins envie de voir. Très certainement. Oui. C'est Mathieu Riccitello, qui d'ailleurs rejoindra Decathlon CMA CGM l'année prochaine. Permet de le glisser dans les actus hors Vuelta qu'on a vu. Alors, on a dégagé tous les Français de Decathlon pour aller chercher au forceps des coureurs à coups de gros billets, c'est bien. Ouais, il restera Paul Sexa, voilà. Ça ira. Mais du coup, dans l'ensemble, cette Vuelta, il t'a pas vraiment enthousiasmé, quoi, j'ai envie de dire. Bah, en fait, il y a des moments où j'ai réussi à me motiver. Enfin, je me suis forcé un peu des fois à regarder les étapes, à regarder les finales d'étapes, mais c'était dur de se dire j'ai envie de voir la course, j'ai envie de voir ce qui se passe, ça va être intéressant, il va se passer des choses. Et au fur et à mesure, c'était de pire en pire. Et la dernière semaine qu'on annonçait horrible, elle a été globalement horrible. C'est dû à quoi, ça, pour toi? Après, tu retrouves des problèmes du cyclisme actuel dans le sens, il y a des grosses équipes qui surdominent. Certaines équipes aussi qui ont fait des choix tactiques cataclysmiques. UAE, bonjour. On met toutes nos forces dans les échappées en deuxième semaine. En dernière semaine, plus personne n'est là. C'est super. Donc ils ont atomisé toutes les échappées intéressantes qu'on a pu avoir en deuxième semaine pour ne rien faire en dernière semaine et plus avoir un seul équipier qui soit capable de faire quoi que ce soit. Après, à partir de ce moment-là, en fait, si l'équipe du concurrent direct pour la victoire n'est pas capable de dynamiser la course, c'est pas forcément les autres qui sont globalement proches sur le classement général qui vont s'amuser à lancer des grandes manœuvres d'hyper loin sur des parcours pas favorables. Donc, je pense que une grosse partie des intérêts de la course, ça tient à UAE, vraiment. Et après, le parcours était pas très bon aussi de manière générale, donc c'est un cumul après d'un peu tout ça. On note comme ça quelques points, on va continuer le tour de table. Toi, Mickaël,
quelle note tu mettrais à cette Vuelta et qu'est-ce que tu peux en retenir qu'est-ce que t'aurais envie d'en retenir, toi? Bon, j'ai un peu plus optimiste, j'étais en 3 et 3,5. Mais bon, ça, c'est pas très très haut C'est quand même. grand optimisme. Non, le problème, c'est que la lutte pour le général, c'est-à-dire on pouvait attendre une belle dernière semaine, mais malheureusement, Almeida, sauf le contre-la-montre, donc, qui a été du coup raccourci, il a pas pu, on l'a pas senti en mesure de pouvoir décrocher Vingegaard à la pédale et à la fin, et même sur la dernière étape, on l'a vu, hein, on a senti qu'il a abandonné, il a essayé de mettre son rythme durant la dernière ascension, mais il a rien réussi et Vingegaard, et qui a été resté sur la réserve, a pu aller gagner une étape sur ce coup-là. Et ensuite, il y a la lutte sur les maillots qui a été finalement pauvre, sauf le maillot blanc qui a eu une vraie lutte. Le maillot vert, Pedersen, il va c'est finalement le seul quasiment à s'intéresser. Et heureusement qu'il s'est intéressé à aller chercher les sprints intermédiaires, parce que s'il va pas chercher les sprints intermédiaires, Vingegaard peut l'avoir. Et Oui, pour l'autre, la ouais, montagne, on peut dire que le maillot vert, il y a eu une lutte. C'était pas forcément Pedersen contre Vingegaard, c'était Pedersen un peu contre lui-même pour essayer d'avoir suffisamment de points, quoi. Mais bon, ouais. c'était déjà ça. Au Et moins, il a essayé d'aller chercher ce maillot vert, quoi. la montagne, un Jevine, il va le chercher parce que bon, finalement, on va dire, il y va en solo pour ses étapes parce que quand on voit le classement à l'arrivée, Vingegaard, il est que 5 points derrière, hein, ça n'a pas grand chose près. Vingegaard, Ah oui, c'est vrai. sans limite lutter, il aurait pu taper les 3 maillots, quoi. Ouais. Donc, c'est ça qui est pas fou, quoi. Bon, après, les barèmes de points, tout ça, bon, il y a à revoir, mais voilà. Donc, du coup, c'est pauvre, quoi. Finalement, dans 15-20 ans, ce qu'on retiendra de la Vuelta, c'est beaucoup, si je pense, ce sera plus l'extra sportif que le sportif en lui-même. Sauf si Vingegaard gagne par la suite le Giro, on pourra dire, bon, ce tour-là comptera pour le fait j'ai gagné les 3 grands tours, quoi. Oui, voilà. Il y a peut-être de ça. On pourra dire au moins que c'est la première Vuelta remportée par Vingegaard, ou que ce sera, s'il n'en gagne pas d'autres par la suite, au moins la Vuelta que Vingegaard aura réussi à remporter. 2023, il était sur le podium aux côtés de Primoz Roglic et Sepp Kuss dans le fabuleux triplé de la Jumbo-Visma. Là, on a retrouvé Sepp Kuss, un beau rôle d'équipier qui vient d'ailleurs finir à une belle 7ème place au général. Geoffrey, pour finir ce tour de table là comme ça pour l'introductif, après le 2 de Johan, après le 3,5 de Michael, tu mettrais quelle note à cette Vuelta, toi? Moi, j'hésitais entre 2 et 3. Pour les mêmes raisons qui ont été évoquées, il s'est pas passé grand-chose. La plupart des étapes qu'on s'attendait à être ennuyantes l'ont été. La lutte pour le général était quasiment inexistante, mais le parcours lui permettait même pas d'exister. Même les échappées, c'était pas génial. Les sprints, il pouvait y en avoir 4. Le seul moyen qu'il y a eu pour que Philipsen n'en gagne pas un, c'était grâce aux manifestants. Côté français, on a eu une petite éclaircie avec David Gaudu en début de course, mais ça s'est effondré tellement vite derrière que il n'y a même pas un côté franchouillard qui peut donner un intérêt à suivre. C'est vrai que David Gaudu, on a l'impression qu'il s'est passé tellement de choses, plus sur l'extra Mais sportif que le sportif. On a l'impression que Il c'était s'est il y a passé 2 mois, tellement de quoi. trucs après, ouais, j'ai l'impression qu'il a porté le maillot rouge sur la Vuelta l'année dernière presque. Oui. Après, non, il se passait pas grand-chose. Vingegaard, sa victoire, ça corrige presque juste celle de 2023 où il était sur les freins pour volontairement ne pas la gagner, pour la laisser à Sepp Kuss. Là, non, je suis pas d'accord avec Michael. À mon avis, il n'y a pas besoin d'attendre 15 ou 20 ans pour qu'on retienne les manifs plus que la course. Oui, c'est déjà de manière générale, on parle beaucoup de la Vuelta, mais plus pour quasiment que pour l'extra sportif, en dehors en dehors de la sphère des médias sportifs. C'est bien pour qu'on fasse parler de la Volta, parce qu'en créant un parcours complètement pété et dégueulasse du début à la fin, si tu passes par les zones où tu sais qu'il peut y avoir une mobilisation militante, au moins t'es sûr que dans les médias, il y aura une caisse de résonance par rapport à la course. Ah oui, mais là, après, il va falloir que... Alors, là, si on rentre un peu on va mettre un peu les pieds dans le plat, mais il faudrait
faudra se poser la question, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou est-ce que l'an prochain, les organisateurs vont essayer d'assumer les manifestations sur toutes les courses espagnoles où il y aura Israël Premier Tech, puisque l'équipe Israël Premier Tech est en passe d'aller prendre sa licence World Tour pour les 3 prochaines saisons. On a vu également que l'île de Grande Canarie, qui était pressentie pour accueillir l'arrivée finale de la Vuelta 2026, a dit qu'il ne voudrait pas accueillir la Vuelta si Israël Premier Tech était au départ de la course l'année prochaine, ce qui peut poser aussi là un souci. J'espère très fortement que ce problème ne se limitera pas à l'Espagne. Voilà, et parce on a pu voir aussi des manifestations, notamment sur le Tour de Grande-Bretagne, du côté des Grands Prix de Québec et Montréal, pas mal de manifestants, mais qui étaient là, entre guillemets, juste avec des drapeaux. Donc, ce qui fait qu'on a peut-être pas forcément vu qu'ils étaient là, contrairement aux manifestants du Tour d'Espagne. Ce qui est assez particulier, on peut dire, c'est que l'Espagne, c'est quand même plus une terre de mobilisation militante que le Canada. Ah oui, non, bien sûr. C'est- Ça, bien sûr, c'est complètement différent. Puis quand on voit le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui a dit nous tenons à exprimer notre reconnaissance et notre respect absolu envers les sportifs, mais aussi notre admiration envers un peuple comme le peuple espagnol qui se mobilise pour des causes justes, comme celle de la Palestine. Bon, ça, Pedro Sánchez est un premier ministre socialiste, évidemment, ça n'a pas plu à ses opposants à la droite, ça n'a pas plu non plus à l'UCI qui a dénoncé cette prise de position du gouvernement espagnol. L'UCI qui a fait un communiqué ce lundi pour dire l'UCI condamne fermement l'instrumentalisation du sport à des fins politiques en général et en particulier de la part d'un gouvernement. Le sport doit rester autonome pour jouer son rôle d'outil au service de la paix. Il est inacceptable et contre-productif que notre sport soit détourné de sa mission universelle. Techniquement, c'est des manifestations pour la paix, hein, mais Voilà. Ce serait pas mal qu'on refasse un départ de grand tour en Irlande. Alors j'aimerais bien, un départ de Tour d'Espagne d'Irlande, ça pourrait être sympa l'année prochaine, ouais. non, mais même pour la France, ça se peut poser la question parce que là, le fait est que Le Tour l'an prochain partira de Barcelone, ouais. le Tour partira de Barcelone et même en dehors de l'Espagne, la France est quand même une terre où la cause palestinienne est assez revendiquée. Et l'efficacité, en tout cas la certaine efficacité des manifestations, ça a quand même marqué les esprits. Donc là, c'est sûr que ça risque maintenant, dès qu'on va arriver dans un pays qui a plus ou moins une tradition de mobilisation, en fait, ça risque d'essayer de bloquer à chaque fois, hein, maintenant. Oui, parce que on va dire aussi, en quelque sorte, si on simplifie un peu, au départ c'était un mouvement qui était plutôt contre la présence de l'équipe Israël Premier Tech sur le Tour d'Espagne, puis ça s'est agrégé avec les manifestants pro-palestiniens qui étaient au final plus là pour apporter leur soutien à la cause palestinienne, et au final l'opposition à la participation de l'équipe Israël Premier Tech, c'était presque la deuxième revendication de la part de tous les manifestants, quand on voit qu'il y avait, je crois, une centaine de milliers de manifestants à Madrid. En tout cas, ils étaient très nombreux, et de plus en plus nombreux au fur et à mesure du Tour d'Espagne, donc ça donnait aussi une certaine caisse de résonance à toutes leurs contestations. Donc bon, là, on sort un peu du prisme sportif, ça va moins s'être à nous d'analyser, de débattre de tout ce qui se passe. Mais on est dans une période un peu particulière. Voilà, et c'est pas fini. Podcast politique. Allez, Préparez-vous. on va revenir un peu au sportif. Restez bien jusqu'au bout pour entendre nos pronostics sur les championnats du monde au Rwanda. Voilà, pour rester dans le sportif. Hein. Évidemment, on n'est pas rendu mondiaux au Rwanda avec le grand favori qui fait partie de l'équipe UAE. Voilà, allez. Bon, sinon, pour essayer de revenir un peu au sportif sur cette Vuelta, parce que, bon, en dehors de toutes les manifestations, il y a eu quand même une course, hein, on est là aussi à la base pour parler de ça, de la course du Tour d'Espagne. Qu'est-ce que vous avez bien aimé, on va dire, sur ce Tour d'Espagne? Vous avez été pas forcément très enthousiaste dans l'ensemble, vous avez pu expliquer un peu pourquoi, tous vos arguments, que ce soit un peu le parcours, le comportement de l'équipe UAE, etc. Mais il y a quand même des choses
que vous avez apprécié. J'imagine que oui, quand même. Dans le sportif, une chose que j'ai aimé, ça a été de retrouver un peu David Gaudu au début. Malheureusement, ça a vraiment pas duré longtemps. Bah, c'est vrai que oui, de le voir remporter une étape, plus porter le maillot de leader, c'était pas mal. Hein. Ouais, et puis même déjà la troisième place derrière Vingegaard et Chicone tout au début, ça. Ah, bien sûr. C'était très costaud. Ça a donné un petit espoir sur le coup. On s'est dit, alors, ça n'a pas duré bien longtemps, malheureusement. Mais au moins, Non, mais ouais, au moins, ça a bien noté. Ouais. La victoire d'étape Vingegaard avec Chicone, Gaudu, Bernal, ça donne l'impression d'être revenu en 2021. C'est vrai. Ouais. Ça faisait un petit peu une autre époque sur ces premières étapes. C'était intéressant. Et en effet, on va pas oublier ce qu'a fait David Gaudu sur les premières étapes, même si au ressenti, il s'est passé 3 ans, mais depuis. Mais c'était bien sûr ce Tour d'Espagne au début de la Vuelta, donc intéressant évidemment à noter. Mickaël, toi, qu'est-ce que tu as envie de noter, de relever comme chose que tu as bien aimé sur cette Vuelta? Oh, deux, trois petites choses sympas. La victoire d'étape de Bernal, même si bon, elle a aussi, le parcours a été un peu raccourci et je sais même pas. Et je me demande si lui-même il savait s'il avait gagné. Et après tout ce qu'il a vécu ces dernières années, c'était quand même sympa. Après, même si on parlera plus tard, j'ai bien aimé la Groupama en général. On les a vus actifs, il y a eu quelques bons résultats. Oui, parce que pour la Groupama, il n'y a pas eu que David Gaudu, hein. Il y a eu Brieux Roland notamment qui a été assez actif. Et en effet, on pourra en reparler quand on parlera des Français, mais Brieux Roland, c'est quand même aussi 2 podiums d'étape. Donc c'est pas rien. Et Parce que un petit truc pour le général, c'est Pellizzari. Bon, la Renaissance, la Red Bull avec Hindley et Pellizzari bien placés. Je me dis, c'est pas mal pour Red Bull. Bon, l'année prochaine, ça va finir par devenir UAE parce qu'il va commencer à avoir pas mal de monde. Ça va se compliquer, oui, entre Hindley, Pellizzari, qui sont déjà présents, si on rajoute aussi Vlasov, Roglic, il y a Remco Evenepoel qui arrive. Il va falloir réussir à manager tout ça, ça va être assez particulier. Johan, est-ce que tu as autre chose? Je crois que tu voulais rebondir sur la Groupama, je crois. Oui, Brieux Roland, c'est peut-être la révélation de la Vuelta en soi, même tout coureur confondu. C'est parce qu'il y a d'autres coureurs qui ont fait des très belles perfs et qui ont fait leur meilleure performance, mais le coureur qu'on n'attendait pas forcément et qui s'est révélé comme un excellent baroudeur et capable de jouer la victoire sur des étapes de grand tour, c'est lui. Enfin, moi, je pense que si on devait sortir une révélation, je pense que je sortirais Brieux Roland. Intéressant, on va noter Brieux Roland, une des révélations de cette Vuelta. Je sais pas si Mickaël, Geoffrey, vous êtes d'accord ou vous avez un autre nom à citer comme ça. je t'avoue que les autres noms de belles révélations qui m'ont fait plaisir durant ces 3 dernières semaines, ce serait plus Céline Janssen ou Karis Lloyd côté féminin, donc on n'est pas non plus sur le sujet qui nous intéresse là. Parce que... Mais elles se sont montrées c'était à travers les Hauts-de-France et Grand Prix de Fourmies ce week-end. Pas que, mais Pas entre que. autres, oui. Oui, voilà, c'est comme tu étais sur place. Je n'ai pas cité Fourmi en premier dans ce podcast, même si c'était hier. Alors, on ne pouvait pas ne pas citer la plus grande course d'un jour de septembre. Même la plus grande course tout court de septembre. Pourquoi septembre? Pourquoi seulement septembre? Oui, c'est vrai. Pourquoi seulement septembre? C'est vrai. C'est vrai, et puis t'as quand même eu la chance d'assister à la course la plus sympa de dimanche. Donc c'était pas mal. Mais bon, voilà. Il permet d'évoquer que forcément, là, on est dans une période de la saison où il y a pas mal de courses et il n'y a pas que la Vuelta. En effet, il y a pas mal de choses qui se passent. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le bilan global général avant qu'on passe dans le détail au classement général? Moi, j'ai bien aimé la victoire de Ben Turner sur Avoiron. Le côté sprint un peu bordélique, n'importe quoi, où le vainqueur sera c'est un peu inattendu, très Vuelta. Et c'est typiquement ce genre de truc qui a manqué après pendant tout le reste de la course. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, Ben Turner, il avait quand même été bien aidé par les Alpecin qui ont fait n'importe quoi. Oui, mais justement. Parce que le poisson pilote de Philipsen qui bloque Philipsen au moment de lancer le sprint,
C'est pas... Le combo en plus. Le combo en plus dans une étape qui est longue, qui passe par des cols, mais qui sont des cols hyper roulants, hyper loin de l'arrivée. Le tout avant un trajet de 600 bornes complètement débile, sans journée de repos. Enfin, C'est la Vuelta. il y a rien qui allait autour de l'étape, et dans l'étape non plus, mais c'est quand même un peu rigolo. Ouais, c'est vrai. C'est pas souvent qu'on peut dire que sur une course de 3 semaines, la meilleure journée, c'est celle où on passait par le Lotaré. Ou ça, ou moi j'ai les étapes qui se sont pas finies ou pas tout à fait finies, avec l'étape de Bilbao notamment. Bah, les deux meilleures étapes, c'est Bilbao et celle gagnée par Bernal. Hein. Ouais, Castro d'Herville. Ça fait un point commun sur ces deux étapes. On va retenir que c'était les plus intéressantes. Voilà. À présent, je vous propose de revenir en détail sur le classement général avec la victoire de Jonas Vingegaard, le Danois qui s'était imposé sur le Tour de France 2022 et 2023 et qui vient là remporter son premier Tour d'Espagne, lui qui avait été sur le podium de la Vuelta en 2023. Jonas Vingegaard qui s'impose avec 1 minute 16 d'avance sur Joao Almeida et 3 minutes 11 d'avance sur Tom Pidcock. Vingegaard qui a porté pendant plusieurs jours le maillot rouge de leader de cette Vuelta. Il l'a porté 2 jours en Italie, puis il l'a reporté au terme du contre-la-montre par équipe pour le laisser directement à Torstein Tren, et puis il l'a repris après la 10e étape jusqu'au bout. Comment vous analysez cette victoire de Jonas Vingegaard qui a quand même remporté 3 étapes, une avec le maillot rouge, c'était la dernière étape en ligne qui a vu une victoire d'étape, la Bola del Mundo. Qu'est-ce que vous diriez de Jonas Vingegaard sur cette Vuelta ? Il a géré, il n'en a pas fait trop. Après, sans doute qu'il avait besoin aussi de gérer avec la fatigue du Tour et de la saison, des stages qu'il a dû faire. De la maladie apparemment qu'il a eu aussi au milieu de Vuelta. Donc là, c'est une victoire qui a été efficace, plutôt globalement intelligemment menée, notamment le moment où il piège Almeida sur une attaque au placement. Après, c'était quand même sans doute le plus fort et il s'est fait lâcher un petit moment par Pidcock, mais c'est tout. Et sinon, c'est lui qui a lâché tous les autres à un moment ou à un autre de la course. Donc le plus fort en soi a logiquement gagné à la fin de la course. Oui, Vingegaard n'a perdu du temps sur Almeida que sur les 2 chronos. Le chrono par équipe, où la Visma a concédé 8 secondes à l'équipe FE de Joao Almeida et 10 secondes sur le contre-la-montre de Valladolid à la 18e étape. Et après, il y avait 4 secondes de bonification sur l'étape de l'Angliru, mais Almeida et Vingegaard avaient fini roue dans roue. Almeida premier, Vingegaard deuxième. Michael, comment tu analyses toi la victoire de Jonas Vingegaard ? Est-ce que c'est comme disait Johan, c'était le plus fort et finalement le fait qu'il gagne le général, c'est simplement logique, il n'y a pas grand-chose de plus. Exactement, mis à part le contre-la-montre, on saura jamais ce que ça aura donné. Si ça aurait été un peu plus long, ça aurait perdu un peu plus de temps, si ça aurait été un peu plus serré. Sinon, en montagne, il a su capitaliser au début et après, il a très bien géré. Bon, c'est sûr, on pourra dire, moi le premier, c'est pas ultra spectaculaire, mais il a suivi les attaques à chaque fois. Et Almeida n'a jamais pu le décrocher n'a jamais pu le décrocher. Et la dernière étape, quand il a vu que c'était possible d'aller gagner l'étape et qu'il risquait rien, il a été porter l'estocade pour avoir sa victoire. C'est efficace, voilà. Bon. Après, on aime ou on n'aimera pas le fait que c'est vrai que c'est pas forcément très flamboyant, mais c'est pas Pogacar, oui, c'est sûr. Mais après, ce qu'on lui demande, c'est de gagner. Il a gagné et voilà. Pour le défendre un peu, on peut mettre à son crédit le fait que le côté peut-être le plus spectaculaire en montagne, c'était sa victoire à la station de Baldascaray, où il attaque par surprise au début de la montée, qu'après il s'est retrouvé leader, que c'était peut-être pas forcément à lui d'attaquer pour prendre du temps aux autres, et qu'en plus il était malade dès le début sur la 2e et 3e semaine en partie aussi, il semblerait, donc on peut aussi mettre ça en balance pour ceux qui disent Vingegaard il a été un peu rasoir
Et il aurait pu en faire plus. C'est lui le leader, c'est aux autres de faire le boulot. Hein. Oui, voilà, on peut dire. Heureusement qu'il y avait la Red Bull Bora avec Pellizzari et Hindley pour mettre un petit peu d'animation si c'était pas Visma qui roulait, sinon. Ce qui est souvent le cas quand même. Enfin, ça fait partie des équipes qui régulièrement sauvent un peu les meubles sur le côté, sinon personne bouge et il se passe rien. Ouais, parce que pour le coup, parce que on n'en a pas parlé quand on parlait des étapes intéressantes, mais le Giulio Pellizzari qui gagne à l'Alto del Moredero, ça c'était assez sympa à voir aussi le coup de. Bon bah allez, j'envoie mon coéquipier attaquer devant, puis oh, il va gagner l'étape. Vous voulez dire qu'il y a d'autres tactiques que rouler tout seul devant comme un bourrin? Ah. Incroyable. Ah, bah je pense il y a peut-être certaines équipes qui auraient besoin de savoir ça, mais si tu veux qu'on les contacte, Johan. Bah, il y a bien Visma qui a embauché des youtubeurs pour leur faire la tactique. Franchement, il y a eux, s'ils veulent, je peux me corrompre un peu et c'est mes sous. Hein. Ah ouais, il te faut pas grand chose, ok, je vois. Geoffrey, qu'est-ce que tu dirais pour ta part de la victoire de Jonas Vingegaard sur cette Vuelta, sa première victoire sur le Tour d'Espagne? Moi, là, il n'a pas eu à freiner pour être sûr de pas le gagner comme il y a 2 ans. Non, là, il n'a pas eu à forcer. Le parcours lui permettait de prendre un peu de temps au début et ensuite de gérer. Il a su gérer même dans les moments où il était moins bon pour revenir costaud sur la fin. Avec un tracé avec autant d'arrivées en altitude, de toute façon, il n'y a pas de vrai versement de situation possible face à quelqu'un dont on sait qu'il sait tenir les 3 semaines sans problème. Il a su gérer, il l'a gagné. Franchement, sa victoire, elle est aussi insipide que la course qu'on a vécue pendant 3 semaines. Ouais, c'est bon, il l'a gagné, mais c'est presque une case qui est cochée, quoi. Oui, après, vous avez déjà pu évoquer un peu les différentes explications qui ont fait que cette course n'était pas forcément très palpitante. Le parcours en fait partie. Il y a aussi le côté où Vingegaard, à partir du moment où il a pris la tête, qu'il était le plus fort en montagne et que les étapes de montagne c'était que des arrivées au sommet. Et que, à part dire, on va bourriner, et si on bourrine bien, ben, on va finir devant. Sauf que tu peux bourriner avec tous les équipiers que tu veux. Si ton leader, c'est pas le plus fort derrière, ça sert à rien. Oui, voilà, si ton leader sait pas lâcher son adversaire. Ou alors, tu fais ça avec une équipe costaud sur une table de montagne où t'as plein de cols qui s'enchaînent, mais il y avait Il y en a pas. pas vraiment. Enfin, il y avait jamais. Oui, voilà. Et le parcours de la Vuelta qui était fait comme ça aussi. C'est un petit peu traditionnel sur la Vuelta. Mais voilà, on n'a pas eu du coup caricatural, oui. On peut le dire aussi. Mais bon, on va dire que c'était. Parce que historiquement, la Vuelta était justement le grand tour qui était pas pour grimpeurs. C'est vrai. Ce qui est rigolo à dire maintenant, mais. C'est vrai. Bah, on peut dire que la Vuelta, c'est toujours le grand tour qui est un petit peu à part, qui tente des trucs, qui est un petit peu atypique. Ouais, on peut même dire que c'était pas un grand tour. En tout cas, c'était la 3e course de 3 semaines de la saison. Mais bon, en tout cas, bon, on va dire, on peut parler d'une Vuelta, d'une victoire un petit peu logique et linéaire, on va dire, donc pour Jonas Vingegaard, dans l'ensemble. Vu le plateau qu'il y avait, c'était assez logique de le voir s'imposer. Maintenant, même si on se disait avant le départ, il y a possibilité d'avoir un duel entre Vingegaard et Almeida en fonction de comment Vingegaard avait récupéré du Tour de France, qu'Almeida arrivait peut-être un peu plus frais. Qu'on a eu en soi le duel. Ah oui, je n'ai pas dit le contraire. Hein. Mais c'était clairement un duel qui était pas génial à suivre. Oui, bah on avait, on a d'un côté Vingegaard qui était leader, qui n'avait pas besoin de l'attaquer, et de l'autre Almeida qui sait pas distancer un adversaire sur une attaque. Et puis le problème d'Almeida, c'est qu'il a toujours du mal au début des montées, et quand t'as qu'une seule montée, du coup, le temps qu'il revienne pour être fort, bah t'es déjà arrivé au bout. Voilà. Mais bon, ça lui fait quand même une 2e place sur cette Vuelta devant Tom Pidcock. Mais du coup, est-ce que pour Joao Almeida et l'équipe UAE Emirates, il y a des regrets aussi quand même sur cette Vuelta de se dire on aurait pu faire quelque chose pour aller chercher la victoire. Enfin, Vingegaard il était malade donc il était peut-être prenable. Il y a que 1 minute 11 de retard au final, donc c'est pas si loin. Est-ce que vous voyez la possibilité de regret pour Almeida et l'équipe UAE?
On gagne que 7 étapes et 2 classements annexes. Pas génial, génial. Après, justement, c'est un choix, hein. Enfin, le classement annexe, Balancer autant de bons grimpeurs dans les échappées, c'était une manière aussi de se dire bon, bah, on va enquiller les étapes parce que le général, c'est Vingegaard qui va le gagner. Donc toi, tu penses qu'il partait perdant? Bah, à Après, défaut de partir perdant, c'était pas loin, quoi. On voit pas autant de UAE partir à l'attaque sur le Tour de France ou sur le Giro qui était gagné par Pogacar, par exemple. Oui, c'est un petit peu plus uni autour de Pogacar. c'est probablement un mélange d'incompétence et de manque de leadership d'Almeida dans sa propre équipe aussi, qui est pas capable de dire bah non, c'est moi le leader, je suis là pour gagner la Volta. À un moment, enfin, votre ego vous le rangez, vous êtes mignon, vous êtes payé pour ça, on va chercher la victoire, quoi. Mais Puis il n'y a même pas eu d'implosion collective rigolote avec Ayuso, Soler qui s'énerve pour rien, on sait pas trop pourquoi. je sais pas, j'ai vu qu'Ayuso était pas sur la photo du classement par équipe organisé par la fin. Ouais, alors c'est vrai que pour le coup, il y a pas eu de podium officiel, mais les équipes se sont fait un petit podium sympa, à la bonne franquette sur un parking d'un hôtel. Mais en effet, il y avait pas Juan Ayuso pour faire la photo du trophée de meilleure équipe au classement général. Bon, voilà. On sait que Juan Ayuso a fini par casser son contrat. On sait pas où est-ce qu'il sera l'année prochaine. En tout Ayuso, cas, il pas chez arrive, il a lui. fait, il est arrivé, il se fait, ouais, c'est bon, je prends la voiture, je rentre chez moi, allez, ciao. Un peu un côté, oh, j'en ai eu assez. Moi, après, je pars au mondial mener l'équipe d'Espagne. Donc, bon, Mickaël, est-ce que tu rejoins Geoffrey Johan sur le bilan qu'on peut faire sur l'équipe UAE, sur le fait que bon, ils finissent avec 7 victoires d'étape, le classement de la montagne, le classement de la meilleure équipe, plus la deuxième place au général, et qu'ils n'ont pas forcément peut-être non plus beaucoup cherché à gagner la Vuelta? Oui, exactement. Après, on en revient toujours à la même histoire du parcours, hein. Ils ont pu aller chercher les victoires d'étape, notamment parce qu'il y a très peu d'enchaînement de col. Donc avoir 3, 4 équipiers, c'est déjà suffisant. Avoir les 7 autour de lui, c'était pas très utile, hein. Donc après, ils ont su être efficaces parce que mis à part la bon, les 2 premières semaines, ils ont été tout aller chercher quasiment. Bon, la troisième semaine, ils ont peut-être un peu fatigué, mais sinon, en jouant pas le général, du coup, ils sont potentiellement privés d'une deuxième carte. Après, c'est parce que d'habitude, sur les classements généraux, le deuxième UAE, il est pas aussi loin que là. Je crois que le deuxième UAE, c'est Gros Charnière, il est 25e. Oui. UAE, c'est très très rare, hein, ces dernières années, à moins que je me trompe, qu'il faut aller chercher aussi loin le deuxième UAE. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu l'habitude, un peu, on va dire, de les voir plusieurs bien placés. Ne serait-ce que l'année dernière, il jouait pas la victoire, mais t'as Pavel Sivakov 9ème et Adam Yates 12ème. Bon, voilà, après, ça reste des conditions différentes et tout. Mais pour montrer que oui, il y avait peut-être un peu Almeida qui jouait le général, et puis derrière, c'était un peu chacun faisait ce qu'il voulait, entre guillemets. C'est peut-être un peu cette impression que t'avais. Exactement. Bon, ah bah, ça rejoint les impressions de Geoffrey Johan. Vous êtes raccord là-dessus, donc au moins on est d'accord. Mais ouais, c'est vrai que c'est, on va dire, une Vuelta un petit peu particulière pour l'équipe UAE qui, qui cumule les succès pour en être déjà à égaler le record Air World Tour Pro Tour de victoires sur une saison. Avec 85 victoires, la 85e étant celle de Brandon McNulty au Grand Prix de Montréal, record égalé de l'équipe HTC Columbia de 2009. Et la saison n'est pas finie. Hein, donc il y a de quoi, largement de quoi dépasser ce record pour Tadej Pogacar et ses coéquipiers. Johan, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, mais moi, le meilleur équipier que j'ai vu chez eux, c'est Grossschartner. Les autres, j'ai Vine un peu, mais sinon, c'était. Bah, c'est vrai que Grossschartner, ça doit être limite le seul UAE hormis Almeida à pas être parti en échappée. Oui, puis qu'on voyait du coup faire vraiment des trucs dans la course, quoi. Donc, Ouais. Vine est un peu mieux fini que les autres, donc on l'a vu un petit peu après sur les arrivées au sommet, mais bon,
c'était pas forcément très marquant, quoi. Ouais, voilà, il y avait au moins Félix Grossschartner qui était bien dévoué à assister, supporter son leader, mais ça n'a pas suffi pour aller chercher la victoire finale de cette Vuelta, donc qui revient à Jonas Vingegaard. Et si on revient sur le Danois en élargissant un petit peu le prisme de cette Vuelta, j'avais noté quelque chose d'intéressant que Vingegaard avait dit il y a quelques jours. Alors que la Vuelta n'était pas finie encore, il avait déclaré ceci à la chaîne danoise TV2. Si je pouvais gagner ici, donc la Vuelta, je pense que ce serait vraiment génial de courir le Giro l'année prochaine pour voir si je peux gagner les 3. Alors, est-ce que vous aimeriez voir Jonas Vingegaard faire le Giro l'année prochaine dans l'objectif de, dès l'année prochaine, eh bien, compléter la trilogie des Grands Tours? Est-ce qu'on aimerait le voir? Pas spécialement, mais c'est logique qu'ils finissent par s'aligner sur le Giro à un moment ou à un autre. Il a toujours pas couru d'ailleurs. Donc c'est pour ça. Oui. Il s'est pas encore aligné au départ d'un Giro. Mais alors, pourquoi t'aimerais pas voir Vingegaard au départ d'un Giro, Geoffrey? Bah parce que, sauf s'il y a Pogacar face à lui, a priori, il va être présent en grand favori. Et quand c'est encore l'équipe Visma qui est grand favori, en général, les courses sont pas géniales. Oui. Donc c'est plus la crainte que ce soit, alors pas nécessairement autant écrasé que Pogacar l'année dernière, mais je crains que s'il y soit, ce soit un Giro un peu chiant. Oui, Et après, que dans la foulée, Pogacar du coup soit encore plus dominateur face à tout le monde sur le tour et que le tour en montagne soit un peu chiant. Qu'en plus les tracés ces dernières années sur le Giro et le Tour qui font une telle part belle aux arrivées en altitude, ça emballe pas spécialement quoi. C'est plus, je me dis tiens s'il va sur le Giro, ah mais oui mais il risque d'y avoir ça. Ah mais du coup sur le Tour après, enfin oui. après la Vuelta qu'on vient de gagner, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Oui, je peux comprendre. C'est, l'idée de voir un peu des nouvelles têtes et une course qui soit un peu plus, un peu moins pliée d'avance, on va dire. Maintenant, si Vingegaard dit eh, je vais sur le Giro et après je fais pas le tour et Pogacar dit eh, bah du coup je vais aussi sur le Giro et je fais pas le tour, franchement je prends. Alors oui, par contre, je pense que tu as plus de chances de gagner à l'euro-million plutôt que eux décident ça, mais mais bon, écoute, on verra bien, mais déjà il faudra voir si Vingegaard tiens, et déjà si la direction de la Visma Lease Bike est d'accord avec Vingegaard pour l'envoyer sur le Giro, ce qui pourrait signifier qu'il arrive un peu moins en forme au départ du Tour de France derrière, quoi. S'il veut vraiment faire le Giro, c'est pas ses directions d'équipe qui va lui dire non. Maintenant, s'il a dit ça comme ça, enfin ça dépend de l'état d'esprit dans lequel il est. Est-ce qu'il veut à tout prix faire le Giro pour s'assurer de gagner les 3 ou est-ce qu'il dit ce serait sympa de le faire à un moment? Enfin. Ouais. Après, en tout cas, il avait parlé du Giro l'année prochaine. C'est pour ça que je m'étais noté ça qui peut être assez intéressant. Michael, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que t'aimerais voir, toi, Vingegaard au départ du Giro pour se dire, allez, il y a un défi à aller chercher, et limite de se dire, Vingegaard, comme ça, il irait chercher la trilogie des grands tours avant Pogacar? Oui, pour lui, ça pourrait être sympa. Après, je pense que certains, les deux peuvent le faire tous les deux l'année prochaine. Hein. Vingegaard qui va sur le Giro, Pogacar sur le Tour d'Espagne, les deux sur le Tour de France. Je vois bien hein, là s'articuler comme ça. La saison de l'enfer un peu, mais Parce que ça serait, entre guillemets, plié d'avance. C'est pour ça que tu dis ça, Johan. oui, c'est le côté enfin, très cadenassé, pas intéressant. Après, on sait jamais, on peut avoir des surprises. Bah, après, tu peux imaginer sur le Giro, c'est pas Volta, donc tu peux imaginer un Giro où il se passe des trucs bizarres, où t'as un demi-peloton qui prend 40 minutes, et puis du coup Vingegaard qui se retrouve à devoir chasser, et puis ça peut être, je sais pas, ça peut être intéressant. Là, comme ça, en 2025, puis l'an prochain, 2026, tu penses vraiment un scénario comme ça faisable? Parce qu'une échappée qui prend le large, qui va au bout, elle a 5 minutes. Hein. Et Non, mais je suis par généreux. exemple, la route qui se retrouve bloquée à cause d'une manifestation pour une certaine cause, et puis le temps qui prend une demi-heure de retard. Ça, c'est possible. Bref. Mais après, pour le coup, Vingegaard, au-delà du Giro, je trouve que il aurait intérêt à essayer d'étoffer son palmarès, qui est pas si large que ça par rapport au calibre de coureur qu'il est, et notamment sur les courses d'une semaine aussi. Par exemple, je compare par rapport à un Roglic, Roglic c'est peut-être le plus gros palmarès de tous les temps sur les courses d'une semaine, mais où il y a beaucoup de courses que Vingegaard n'a pas gagnées, et qui pourrait essayer d'aller gagner. T'as des Paris-Nice, t'as des Tours de Suisse, t'as des
t'as les Tours de Romandie, t'as plein de choses que tu pourrais essayer d'aller chercher aussi et qui pourraient essayer de densifier un peu son palmarès au-delà des grands tours. Est-ce que ça l'a posé la question aussi de est-ce que ça vaudrait pas le coup de il se prend une année, tant pis le Tour de France et puis je me fais plein de courses un peu partout et puis j'essaye de faire d'autres choses quoi. Et puis après je reviens sur le tour un peu plus relâché que sur l'état d'esprit de faut absolument que j'ai fait mon stage de 6 mois et demi pour pouvoir battre Pogacar. Oui, après, oui, on revient un peu forcément à tout ce truc de le Tour de France a une importance extrêmement importante dans la saison. Le Grand Tour qui est largement au-dessus des deux autres. Donc, est-ce qu'un coureur qui est en mesure de jouer au pire la deuxième place sur le Tour de France peut se dire non, je vais pas faire le Tour de France cette année? C'est la grande question, puis on verra bien. Mais du coup, si on finit là-dessus, est-ce que Vingegaard au départ du Giro, pour vous l'an prochain, ça vous paraît faisable? Vous dites, ouais, c'est possible, je vois Visma Leasebike aligner Vingegaard au départ du Giro, même s'il y a le Tour de France derrière. Bah, Vingegaard, enfin le Jumbo-Visma, ils ont aussi fait quelque chose, c'est qu'ils ont fait faire les 3 grands tours à Sepkus à un moment. Et du coup, ils ont En 2023, ouais. En 2023, ils ont une espèce de donnée de peut-être pas pour faire les 3 grands tours avec Vingegaard, mais d'enchaîner les grands tours avec un coureur ils ont pu prendre leur marque et voir ce que ça peut donner. Donc je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir en tête. On voit bien que globalement, Vingegaard arrive à enchaîner 2 grands tours de suite. Pas au même niveau qu'un Pogacar, mais dans l'absolu, il peut aussi se dire je vais sur le Giro un peu en dedans, comme ça se faisait avant, pour être au max sur le tour. Oui, il n'y a pas besoin de faire comme Pogacar, de mettre 10 minutes au deuxième. Non, bah comme ça, tu gagnes avec 20 secondes d'avance, ça suffit. Après, il faut encore réussir à gagner, quoi. Bah, faut que quelqu'un réussisse à le lâcher déjà, donc Parce que c'est ce qu'on a vu sur cette Vuelta, hein. L'écart est pas énorme, il a jamais semblé parfaitement transcendant, à creuser des écarts monumentaux, mais à aucun moment il paraissait vraiment battable non plus. Oui, c'est sûr. Non, mais je reviens juste à dire que s'il vient, se disant, allez, je viens à 90%, et que, je sais pas si en face UAE, mais Isaac Del Toro avec un semblant de tactique, peut-être que c'est pas gagné d'avance. Mais, Ouais. oui, c'est aussi improbable que l'échappée qui prend 40 minutes. Oui, c'est pour ça que j'ai mis le si, mais c'est mon côté optimiste. Je sais. Geoffrey, toi, tu y crois à voir déjà ne serait-ce que Vingegaard au départ du Giro l'an prochain, dans l'esprit de se dire on se fixe des nouveaux objectifs? J'y crois même pas. Je me dis, ça va repartir dans un mode un peu à la G2R et Bardet certaines années, à se dire, qui était toujours partant pour être au Giro quand on était 8 mois avant le Giro, et finalement, on se retrouve en printemps. Non, quand même, le Tour de France, on va essayer de faire un truc. Donc t'es pas très optimiste, tu te dis bon bah, ça va finir par une saison classique où Vingegaard il va faire 2-3 courses de préparation, puis après un long stage, puis hop, il ira vers le Tour de France. C'est pas que je suis pas optimiste, c'est que la manière de courir de Vingegaard en course et la manière d'organiser son année, je suis pas emballé plus que ça quoi qu'il arrive, donc il vient au Giro, je risque de m'en foutre un peu, et s'il vient pas, ça va être pareil. Donc, oui, mais toi, t'as les 4 jours de Dunkerque à côté, on sait pourquoi, Geoffrey. Bah oui, non, mais il y a une vraie course qui est intéressante et qui est palpitante et qui propose des tracés intéressants au mois de mai avec un maillot rose à la clé. Ça va. et qui est à peu près sûr de ne pas être embêté par les chutes de neige. Oui, ça au mois de mai, tranquille. Enfin, en même temps, dès le mois d'avril, si on veut faire une course dans le Nord, on n'est plus embêté par les conditions météo maintenant. Donc, on aimerait bien. Ouais, faut la faire en août ou septembre, visiblement, plutôt. Voilà en tout cas pour Jonas Vingegaard. On va évoquer évidemment d'autres coureurs qui ont marqué cette Vuelta, parce qu'il n'y a pas que Jonas Vingegaard et Joao Almeida non plus, son dauphin au classement général. J'avais déjà quand même envie de revenir sur le coureur qui finit 3ème du classement général. Alors je l'évoque à part, puisqu'il n'a pas été vraiment dans la lutte pour le classement général, il n'a pas été dans le duel entre Vingegaard et Almeida. Lui, son duel c'était plutôt avec Jai Hindley, notamment sur la fin. C'est Tom Pidcock,
qui finit sur le podium. Alors, je reste toujours sur ce que Johan nous avait dit avant le départ du Giro, qui croyait à un bon résultat de Tom Pidcock, mais je vais d'abord poser la question à Geoffrey et Michael. Pour vous, voir Tom Pidcock finir sur le podium de cette Vuelta, est-ce que c'est une surprise ou pas, finalement, on se dit oui, Pidcock, comme ça, qui vient, qui se prépare à fond sur un grand tour, d'autant plus sur une Vuelta, peut-être qu'il lui convient peut-être un peu mieux, c'était tout à fait dans ses cordes. Est-ce que Pidcock, podium de cette Vuelta, c'est une surprise pour vous ou pas? Dans l'absolu, un petit peu, parce que je l'attendais pas spécialement là, maintenant, à ce moment-là, même s'il avait fait une bonne année. Mais vu les circonstances, vu la tracée, vu la course, il est resté solide et. Enfin, il est troisième, il n'a jamais vraiment été dans le coup pour la gagne, mais quand on voit les personnes avec qui il se bat, c'est pas, vu les circonstances, c'est pas non plus une grosse surprise de le voir devant les autres. Après, la Volta se court en même temps que les mondiaux de VTT et que les JO de VTT quand on est en année olympique, donc il sait être en forme à ce moment-là de la saison. C'est vrai, il maîtrise. Comme tu le disais, la Vuelta, c'est le grand tour qui lui réussit le mieux, a priori, vu le parcours. Il y était assez peu venu jusque-là. Il y était allé que en 2021 sur sa première participation à un grand tour. Alors il avait fini 67ème, mais je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'était vraiment très représentatif puisque c'était sa première saison pro sur route en tout cas. D'autant plus que 2021 c'était dans la foulée des JO où il avait obtenu le titre olympique en VTT. Ouais, donc entre-temps, il y a eu des places. Enfin, il y a eu sa victoire étape sur le Tour, il y a eu des places entre 10 et 20 sur le Tour et le Giro. Voilà, il semblait bien préparé, il n'y avait pas un plateau exceptionnel, donc ça lui permet d'exister un peu et de bien passer. Donc bon, ça se comprend qu'il réussisse à y être. Même si, bon, entre lui et Hindley, on aurait peut-être plus parié sur Hindley, par exemple. Mais Oui, Hindley avait plus de références au départ, en tout cas sur un grand tour. c'est ça, mais d'un autre côté, Hindley, quand il a eu sa première vraie grosse perf sur un grand tour, c'était une surprise à ce moment-là aussi. Donc, Ah oui, le Giro 2020, là, il se place haut parmi les surprises. Hein. Donc en tout cas, bon, Tom Pidcock pour toi, Geoffrey, pas forcément trop une grande surprise. En tout cas, Michael, est-ce que t'es sur la même longueur d'onde à te dire non, franchement, pas trop une surprise qu'est-ce que tu en dis, toi, de Tom Pidcock? Personnellement, pour être honnête, un fond de top 10, oui, ça m'aurait pas surpris. Troisième, je vais être honnête, je n'aurais pas parié dessus avant le début de la Vuelta, je vais pas mentir. Progressivement, au cours de cette Vuelta, on a vu qu'il pouvait la viser. Et surtout, contrairement à il joué une ou deux fois sur le Tour de France à essayer de jouer le général, il avait une journée où il explosait complètement, où il perdait peut-être pas loin. Il tuait ses espoirs de général. Là, cette année, il n'a pas eu de jour sans. Donc, et vu que le parcours, l'avantage, des montées sèches, et ça a pu du coup l'aider à faire troisième. Après, est-ce qu'il peut viser beaucoup plus haut et sur un autre grand tour? Je demande d'être surpris, hein, mais quand même de gros doutes. Et Johan, pour finir sur Tom Pidcock, parce que c'était toi qui l'avais défendu initialement dans notre podcast il y a 3 semaines avant le départ de la Volta, il était là où tu l'attendais, toi? Il était là où je l'avais. Bah, je pense que j'avais dit derrière Almeida. Et puis, Ouais, quelque chose comme j'attendais ça. pas forcément. Oui, à partir du moment où ça s'est dégarni un peu côté UAE, côté Jumbo, oui, pour moi, le voir troisième, ça m'a pas forcément surpris. Euh, un petit peu en dernière semaine qui résistait à Inlay, je trouvais ça quand même. C'est un peu au-dessus des attentes que j'aurais pu avoir. Mais ça m'a pas. Moi, ça me bouleverse pas de le voir à cette troisième place. Après, est-ce que du coup, c'est un résultat qui peut, entre guillemets, permettre à Pitcock de prendre date, de le lancer dans une bonne dynamique sur les grands tours? Ah bah ça change ses objectifs de carrière. Tu passes d'un coureur qui est très typé, enfin qui fait une saison très axée sur les classiques, à se dire bah oui bah ok là on a validé le fait que je peux tenir 3 semaines, que je peux finir bien la troisième semaine. Peut-être on verra un peu la haute montagne sur des étapes un peu plus denses, un peu plus dures, mais
En tout cas, de se dire je peux jouer des classements généraux et ça peut être l'objectif principal de ma saison. Maintenant que j'ai gagné des titres en cyclocross, en VTT, tout ça, je peux essayer de faire un focus total sur la route et de viser quelque chose. Je sais pas où il va réussir à se faire éviter l'an prochain. Bah, en tout cas, il me semble que son équipe est quand même à la lutte pour avoir les invitations automatiques sur les courses World Tour. Et puis sinon, il y a peut-être la place pour une invitation en plus sur le Tour de France, par exemple. Faudra prendre le temps Oui, de voir ça à la fin de la saison. avec les fusions, les disparitions d'équipes, faudra voir. Oui, voilà, c'est tout un bordel, mais parce que si on regarde actuellement, les 3 meilleures équipes qui seraient pas World Tour l'année prochaine, c'est Uno X, Tudor et Q36.5, devant Arkea, Cofidis et Total Energy. En imaginant qu'Arkea soit encore là l'an prochain, mais c'est pour prendre l'exemple des équipes qui sont là en 2025. Donc ça permettrait à Q36.5 de participer à toutes les courses World Tour la saison prochaine. Donc faudra voir ça fera partie forcément aussi des enjeux un petit peu de cette fin de saison, d'aller chercher des petits points par-ci par-là, et puis on verra. On peut rappeler aussi que du coup Tom Pidcock c'est le leader de son équipe, alors qu'il était pas forcément la carte numéro 1 chez Ineos. Là maintenant chez Q36.5 le projet c'est Pidcock, donc il y a aussi davantage de choses qui sont axées, mises autour de lui, autour de sa personne. Maintenant qu'il se concentre peut-être un petit peu plus sur la route que par le passé, il a eu 2 titres olympiques en VTT. Je pense qu'il a il a de quoi avoir validé tout ce qu'il pouvait faire dans cette discipline. Maintenant, objectif route, on peut l'imaginer pour le Britannique. Je regardais un petit peu aussi d'autres coureurs marquants sur cette Vuelta. Alors on avait déjà, côté sprinter, on avait déjà parlé de Mats Pedersen la semaine dernière. Mats Pedersen qui remporte donc le classement par points, mais il n'a remporté qu'une seule étape, c'était en échappée, la 15e étape. Par contre, on a un coureur qui a remporté 3 sprints, Jasper Philipsen, qui a remporté la première, la 8e et la 19e étape. Jasper Philipsen qui a même porté le maillot rouge une journée, et la question que je me posais peut-être, c'est est-ce que pour le Belge, pour Jasper Philipsen, ces 3 victoires d'étape, ça peut compenser un petit peu en quelque sorte l'abandon qu'il a connu sur le Tour de France dès la 2e étape, alors qu'il avait remporté la première, ou non, 3 étapes sur la Vuelta, c'est pas ça qui va compenser le fait qu'il aurait pu en gagner de l'autre sur le Tour de France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, il avait déjà gagné sur la Vuelta il y a quelques années, et je pense que si on lui avait laissé le choix, il aurait préféré continuer sur le Tour et essayer d'aller gagner d'autres étapes en juillet. Ça compense pas, mais ça rattrape un peu parce qu'il a su retrouver des victoires relativement vite après son retour. Il n'avait pas été transcendant à Hambourg, juste avant la Vuelta. Non, il avait fini 4e de la course qui avait été remportée par Orion Townsend, et Arnaud Delis avait été le meilleur des sprinters. Bon, il a gagné 3 étapes, il aurait même pu gagner la 4e parce qu'il y a n'importe quoi de Voiron qui on évoqué tout à l'heure. Mais bon, ça permet de remettre dans une bonne dynamique avant la fin de saison. Je sais pas quel est son programme en particulier. Par Paris Tour. J'ai pas le programme de Jasper Philipsen non plus, mais comme il avait été annoncé au départ de la Vuelta à la dernière minute, mais il y a moyen qu'on le découvre à la dernière minute, la suite du programme de Jasper Philipsen. Il y a probablement de quoi faire encore pour le Belge là sur cette fin de saison. Ouais, il reste beaucoup. Alors, c'est pas lui qu'on va voir sur les championnats vu les parcours, mais que ce soit toute la dernière série de semi-classiques en Belgique ou Paris Tour, il a de quoi aller chercher encore quelques succès pour finir l'année sur une bonne note. Oui, il y a de quoi faire. Après, sinon, est-ce qu'il y a d'autres coureurs que vous avez envie de signaler avant qu'on évoque rapidement aussi les coureurs français ? Vous en avez déjà parlé un peu plus tôt dans ce podcast, mais est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui vous ont plutôt marqué sur l'ensemble de cette Vuelta, en dehors du général? On a cité Mats Pedersen et Jasper Philipsen.
Jay Vine aussi qui a remporté le classement de la montagne. Est-ce qu'il y a d'autres coureurs que vous avez envie de mettre en avant comme ça dans notre débrief de la Volta? Allez, quitte à en citer un, Filippo Ganna. Ah bah oui, tu pouvais Mais- pas ne pas le mais- citer. Filippo Ganna qui a, C'est pas- qui a remporté le contre-la-montre de Valladolid, mais c'est tout. Je crois pas l'avoir vu en dehors de ça. Mais on peut le citer, en effet. Surtout qu'il te tient à cœur, toi, Geoffrey, défenseur des Oui, pistards. oui, bah, un pistard qui aime bien Paris-Roubaix, forcément. C'est le cœur qui parle un petit peu, là, j'imagine. Bon, sinon, impression de comprendre qu'il n'y a pas forcément d'autres coureurs comme ça qui vous ont marqué sur cette Vuelta. Bon, en tout cas, peut-être les Français. On va évoquer quand même du coup les Français. Alors, vous avez déjà parlé notamment de ceux des Français de la Groupama FDJ avec David Gaudu, Brio Roland. Dans l'ensemble, si on fait un bilan d'ensemble des coureurs français sur cette Vuelta, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon bilan pour les Français avec quand même une victoire d'étape et un jour avec le maillot de leader? Ces résultats-là, c'est ce qui permet de ne pas classer la course parmi les complètement oubliables pour les coureurs français, parce que même sans avoir vraiment beaucoup pesé sur la course, bon, après il y a eu quelques échappées à droite à gauche, mais pas non plus beaucoup de choses. Les résultats de David Gaudu en début de course, c'est un truc qui restera parce qu'il a réussi à gagner et à porter le maillot de leader. Donc quand on aura oublié le gros de ce qui s'est passé et tous les éléments de course oubliables, bah, cette victoire va rester au moins. Ouais, évidemment. Et puis, outre la victoire, le fait qu'il gagne pas en échappée face à des lambda, il gagne face à Vingegaard et Pedersen, qui sont des sacrés coureurs. Donc, Ça, oui, il y a les circonstances vraiment de sa victoire. La veille déjà, il était à la lutte avec les meilleurs. Après, le lendemain, il gagne. Le surlendemain, il prend le maillot de leader. oui, et que 2 semaines plus tôt, il le disait lui-même, il était collé autour de l'un. Donc, l'impression qu'on se dit. Bon, la semaine d'après, il était collé aussi. Hein. Oui, voilà, mais du coup, c'est le pic qui est d'autant plus impressionnant de se dire, oh, il sort d'où là? Et qui a été assez étonnant, mais qui aussi était du coup on a pu peut-être d'autant plus en profiter, ce qu'a pu faire David Gaudu. Johan, qu'est-ce que tu dirais toi pour ta part du bilan d'ensemble des coureurs français? Alors, la Groupama a un bon bilan. On les a vus à l'attaque, on les a vus pas mal dans l'échappée. Mollard fait pas un si mauvais tour que ça. Brio Roland fait un super tour d'Espagne. Braz Afonso a failli jouer la gagne d'une étape à une crevaison près. Oui. C'est quand même. En plus, vu les quiches au sprint que t'avais en face, c'est un peu dommage. Mais. Après, les autres équipes font. Le reste des Français, je trouve que c'est un très mauvais bilan globalement et c'était très inexistant. On a perdu certains coureurs assez vite. Axel Zingel, Valentin Paré-Peintre, alors que ça aurait pu être des coureurs qui auraient fait quelque chose. Même en sous la Groupama, on a perdu Martin assez vite. Mais sinon, les autres équipes, les Français hors Groupama, pour moi, c'est quand même très compliqué. À l'exception peut-être de Pierre Thierry chez Arkea, qui je trouve a fait une belle course à son niveau, mais et Bruno Armirail qu'on a vu pas mal, mais c'est quand même plus limité, quoi. Bruno Armirail qui finit d'ailleurs premier français au classement général, puisque le rouleur de la Decathlon AG2R termine à la 19e place à quand même 48 minutes et 30 secondes de Jonas Vingegaard, qui sera d'ailleurs son leader la saison prochaine, puisqu'on a appris au cours de cette Volta que Bruno Armirail rejoindra l'an prochain la Visma Lease Bike. Voilà pour la vie de Johan. Michael, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le bilan de nos Français? Je rajoute aussi à ce qu'a pu dire Johan au passage, il a cité David Gaudu, Brio Roland, Bruno Armirail, Clément Braz-Afonso. On a aussi Jordan Labrosse également qui avait signé un top 5 d'étape comme Clément Braz-Afonso. Voilà, lui c'était sur Jordan Labrosse, pour lui c'était sur l'étape remportée par David Gaudu, la 3e étape de cette Vuelta. Michael, est-ce que t'as autre chose à rajouter concernant le bilan des Français sur cette Vuelta? Le podium d'étape de la victoire, c'est mieux qu'au Tour de France. C'est incroyable. C'était pas forcément, je vais pas forcément parier dessus, mais voilà. C'est vrai. Et la FDJ, elle passe. Et Armirail,
C'est un peu frustrant parce qu'il pouvait 2 fois quatrième d'ailleurs. C'est dommage, hein. Il n'a pas pu gagner. Ça aurait pu donner un beau cadeau de départ avant de partir. Et quand je vois la place qu'il fait, je me dis ça va faire un beau renfort pour Jumbo en Vingegaard, ça. Ouais, ça va être un coureur très costaud qui pourrait être assez solide dans le train en montagne de la Visma Leasebike. Il faudra voir comment il sera utilisé forcément. Mais il pourrait être assez intéressant. Mais bon, dans l'ensemble, si je fais un petit peu le bilan de votre bilan des Français sur cette Vuelta, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on avait dit sur le Tour de France. Ça dépend quel coureur, ça dépend quelles équipes. Groupama très bien. Armirail, du côté de Decathlon, Armirail c'est pas trop mal. Arkea a essayé un petit peu avec les jeunes. Et puis il reste Cofidis. Oui. Voilà, qui a un top 10 quand même, on va le citer avec Brian Cocard sur la première étape. Voilà, après pour ce bilan des Français l'ensemble sur cette Vuelta, bon, quitte à parler des Français, on peut quand même évoquer le fait aussi que les Espagnols, certes, ont remporté 3 étapes avec Juan Ayuso et Marc Solé, mais ont quand même leur plus mauvaise performance historique au classement général, puisque le premier Espagnol au général, c'est Abel Balderston de la Cararual, qui est 13e du classement général. Et auparavant, il fallait remonter à 1996 avec Fernando Escartin, qui était 10e du général. Et jamais le premier Espagnol au général de la Vuelta n'avait réussi une plus mauvaise place au classement général. Donc ça on peut le noter aussi pour le petit bilan nation par nation, en tout cas le bilan espagnol. C'est amusant d'ailleurs avec les Espagnols, c'est que les deux se suivent et ils sont complètement isolés au classement général. Ouais. Il y en a un, avec Abel Balderston et Jaume Guardeño qui sont 13e, 14e à 28 et 30 minutes du général, et Balderston 7 minutes de retard sur celui qui le précède, Harold de Terrada, et Guardeño a 15 minutes d'avance sur son poursuivant Santiago Buitrago. Qu'ils se sont dit, bon allez, on va jouer le général à fond et on est à peu près les derniers à le jouer placé, quoi. C'est ça, ils n'étaient pas au niveau pour suivre les meilleurs, jamais, mais ils se sont accrochés pour ne pas, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à perdre du temps pour partir en échappée après, puisque les échappées, ils n'auraient pas gagné non plus. Ça leur a permis au final d'être les premiers Espagnols au classement général de la Vuelta. Et voilà, et ça, à l'instar de ce sur le Tour de France, c'est assez rare que le premier Français au général soit un coureur d'une équipe invitée. Et ben là, c'était le cas en tout cas pour les Espagnols sur la Vuelta, avec ces 2 coureurs de l'équipe Cararual. Voilà en tout cas pour ce bilan de la Vuelta. On avait quand même quelque chose à dire, mais avant de refermer ce podcast, on va évoquer rapidement les championnats du monde qui commencent dès ce dimanche avec le contre-la-montre, enfin les contre-la-montre même, les mondiaux qui auront lieu au Rwanda à Kigali. Voilà, avec des parcours qui vont être très difficiles. Forcément, c'est compliqué de faire un parcours plat au Rwanda, à Kigali. Ceux qui suivent de près le Tour du Rwanda ont pu s'en rendre compte. Et déjà, ne serait-ce que le parcours du contre-la-montre est très difficile. Si on regarde, il y a 40 km 600 pour les hommes, 31 km 200 pour les femmes, et on a quand même la côte de Nyanza à effectuer dans les deux sens, avec 2,5 km à 5,8% dans un premier temps, puis 4 à 6 km à 3,5% ensuite pour le retour. Et l'arrivée qui sera jugée après la côte de Kimi Urura, une montée pavée d'1 km 300 à 6,3% de moyenne. Cette difficulté, elle sera ensuite sur le circuit des courses en ligne. Et on rajoute également pour le parcours du contre-la-montre homme, avant d'attaquer la côte de Kimi Urura, la côte de péage 2 km à 6%. Donc il n'y aura pas beaucoup de plats sur le parcours de ces contre-la-montre, hommes et femmes, en tout cas pour les élites. Donc messieurs, quel serait comme ça rapidement votre pronostic pour les contre-la-montre des mondiaux? Je vous propose hommes et femmes. Geoffrey, tiens, pour commencer, là,
Geoffrey, au moins il va falloir que tu choisisses. Il n'y a pas de Te Kopecky, pas de Mathieu Van Der Poel, Ouais, je pense pas que sur un chrono, il n'y je a pas serais de parti Philippe sur Ogana, cette paire-là, de toute façon. il n'y a pas de Philippe Euh, Ogana non plus annoncé en tout cas. non, bah, vu sa forme du moment, je pense que pour les hommes, ça va être pour Tadej Pogacar. Et côté féminin, je me dis que Marlène Reusser devrait être dans les circonstances qui vont lui permettre d'enfin avoir ce titre. Ce titre qui l'a fui un petit peu, elle a été 2 fois vice-championne du monde, mais pour l'instant, pas encore réussi à décrocher le maillot arc-en-ciel. Peut-être cette année, ce sera la bonne. Johan, quel serait ton pronostic? Je pense quand même que Evenepoel doit être capable de contenir Pogacar. Donc je partirais sur Evenepoel. Ok. Et je partirais sur Demi Vollering chez les femmes, qui déjà l'année dernière n'était pas si loin. Et que là, qui a un parcours qui est comme très très à sa convenance, qui à mon avis peut être capable de gagner le titre. On est déjà à 2 pronostics et vous m'avez cité à chaque fois des noms différents. Johan, Geoffrey, j'aime ça. Michael, est-ce que tu vas citer encore un nom différent ou tu vas piocher un petit peu des deux côtés? Ça serait quoi tes pronostics pour les chronos des mondiaux? Un peu ça, chez les hommes, c'est vrai que Pogacar me semble légèrement mieux qu'Evenepoel. Et c'est vrai que, de toute façon, pour être honnête, mis à part ces 2 noms-là, je vois pas trop quel troisième homme aller chercher, hein, je vais pas mentir. Pour les femmes, Reusser, je dis pas de bêtises, elle a bien progressé cette année sur les parcours montagneux. C'est une rouleuse très forte. Moi, je me dis pourquoi pas Reusser. Vollering, peut-être un peu en dessous. Après, je pense peut-être sur le parcours féminin, je sais pas si la France peut espérer la Carball, c'est assez dur, une bonne perf. Oui, en tout cas, on peut citer quand même en effet les représentants tricolores pour ces contre-la-montre. On aura chez les femmes en effet Céline Kerbaol et Juliette Labousse. Et chez les hommes, on aura Paul Sexas et Bruno Armirail. Paul Sexas qui sera déjà sur le chrono des mondiaux dès sa première saison pro et qui sera ensuite également sur la course en ligne puisque Thomas Vauclair a dévoilé sa sélection ce lundi. On aura pour la course en ligne masculine Julien Alaphilippe, Louis Barré, Julien Bernard, Jordan Gégat, Valentin Madouas, Valentin Paré-Peintre, Paul Sexas et Pavel Sivakov. Mais tout ça, on en reparlera plus en détail la semaine prochaine. On vous fera évidemment un podcast spécial avant la course en ligne des mondiaux. En tout cas, merci pour vos pronostics sur le contre-la-montre. Bon, je vois que chez les hommes, chez les femmes, il y a 2 noms qui ressortent. Il va falloir trancher, choisir. Vous qui nous écoutez, faites vos pronostics également. Est-ce que vous êtes plus Team Pogacar, Team Evenepoel, Team Reusser, Team Vollering? On verra bien. Ça sera dimanche pour suivre ces contre-la-montre des mondiaux à Kigali au Rwanda. Et avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Geoffrey, Johan et Mickaël, d'avoir été en ma compagnie pour débriefer cette Vuelta, remportée donc par Jonas Vingegaard pour la première fois. Et donc pour le prochain podcast, eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler des mondiaux. Et en attendant le prochain Chasse-Patate, eh bien, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci à toutes et à tous, et à bientôt dans Chasse-Patate!